Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 9ème journée du top 14. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, je fais du contenu sur les analyses de top 14 à chaque fois qu'il y a un match, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Mais bref, retournons à la vidéo. Le premier match de cette 9ème journée, c'était Toulon qui accueillait le Loup Rugby. On a vu des Toulonnais toujours aussi forts à domicile. Pour moi, c'est clairement l'équipe la plus en forme de ce début de championnat. Certes, ils sont 7ème au classement, mais je vous rappelle que c'est un peu tronqué vu qu'ils vont jouer un match en retard face à La Rochelle ce week-end. Mais mine de rien, les Lyonnais, en fait, ils vont embêter ces Toulonnais pendant presque toute la première mi-temps. Et il aura fallu un tournant dans ce match pour que les Toulonnais se débrident un peu. Je parle en effet évidemment de cet essai refusé à Juta Nicolo sur son interception, qui, en plus d'être refusé, vaut un carton jaune puisqu'il était hors jeu et annule une action dynamique de la part des Toulonnais. Juste après, Toulon marque un essai avec Alain Oessé, et ça y est, Toulon a repris les commandes du match. Et en deuxième mi-temps, y a pas grand chose à analyser, la machine rouge et noire était clairement lancée, ça allait trop vite, ça allait trop fort pour les Lyonnais, Toulon était largement au-dessus. Avec notamment un Baptiste Serin qui, plusieurs essais en fait viennent de lui et a fait un match de patron. Toulon prend un bonus offensif assez mérité. On enchaîne avec Castres qui recevait l'UBB. Bon, l'UBB termine ce bloc en étant la meilleure équipe à l'extérieur, et c'est clairement pas quelque chose sur laquelle on aurait parié en ce début de saison quand on a voyé les performances à l'extérieur. Mais malgré tout, Castres a été une équipe accrocheuse sur ce match, mais bon, la défense de l'UBB les a clairement écœurés. Non seulement la défense de l'UBB a été bonne sur les plaquages, il y a 120 plaquages réussis sur 134 tentés, ce qui fait environ 91% de réussite. À noter d'ailleurs que Castres a été très bon dans ce domaine-là avec 90% de réussite, soit 116 plaquages réussis sur 129 tentés. Mais ce qui a en plus joué dans la performance défensive de l'UBB, c'est clairement les zones de ruck où il y a eu 7 ballons récupérés de la part des Bordelais. A l'inverse, Castres a été une équipe qui n'a pas été assez précise, elle a perdu 20 ballons, et même dans l'occupation, il y a eu 51% de ces ballons qui ont été joués entre les 50 et 22 de l'UBB, et même 31% des ballons castrés qui ont été joués dans les 22 de l'UBB, c'est énorme. Et malgré tout, ils ont marqué assez peu, il y a eu que 2 essais vraiment construits, parce qu'après, l'essai de Harata, c'est un essai casquette, et l'essai du Le, il intervient en toute fin de match, quand le score était déjà fait. On passe maintenant à la section paloise qui recevait l'USAP. Bon, clairement, je pense que c'est le début de match qui a tué les Catalans. En effet, dans les 10 premières minutes, il y a 5 pénalités et 1 carton jaune. Il y a une extrême domination, du moins territoriale de la part des Palois, et ça pousse beaucoup les Perpignanais à la faute. Si on va même plus loin, dans le premier quart d'heure, il y a encore 2 pénalités de plus. Et malgré tout, la section ne mène que 3-0 parce qu'ils ne prennent pas les points, ils veulent aller en touche, mais tombent face à une défense de l'USAP vaillante. Et il faudra attendre l'essai de Maddox pour voir la section trouver enfin des solutions et marquer un essai, et prendre un premier petit écart. Surtout qu'en fin de mi-temps, je trouve que la section va être un peu empruntée. Alors ok, il marque un autre essai, mais c'est plutôt Perpignan qui occupe et domine, je trouve, à mon sens. En seconde mi-temps, Perpignan met toujours autant d'envie, mais il va y avoir aussi là un tournant dans le match, c'est clairement Tavité Veredamou qui échappe un ballon, enfin donne un ballon à la section paloise, et quelques temps de jeu plus tard, ça va faire un essai. Quand on sait que le score final n'est que de 4 points, pour moi, c'est clairement là-dessus que l'USAP perd son match. Même si les Catalans, ils arrivent à revenir en cette fin de rencontre pour aller chercher leur premier point de la saison, ils auraient pu clairement gagner s'il n'y avait pas eu cette erreur, surtout que c'était une erreur assez évitable. On passe en vitesse à Bayonne qui recevait Montauban. Bon, il n'y a clairement pas eu match à Jean Daugé, c'était un entraînement dirigé. Bon, ok, c'est un peu mieux pour Montauban en déplacement quand on compare à ce qui a été fait à Clermont ou à Bordeaux, mais bon, là, franchement, c'était une nouvelle fois très compliqué, et surtout qu'ils se sont fait vraiment bouger devant, là où sur les autres déplacements, je les avais trouvés plus ou moins avec du répondant face aux autres équipes. Franchement, chaque collision, chaque impact, il reculait, donc après, quand t'avais le ballon, c'était impossible de créer parce que, t'étais dominé totalement, et quand Bayonne avec le ballon, tu reculais aussi, Bayonne était plus puissant, était plus rapide, et il y avait parfois un mix des deux, comme sur l'essai de Carreras en début de seconde mi-temps, avec cette énorme percussion de Tulagi. Je trouve que Bayonne n'a pas non plus été flamboyant sur ce match, clairement ça aurait pu faire beaucoup plus s'ils avaient été plus précis, ils ont fait beaucoup de fautes de main, les Bayonnais, et ils ont de la chance en fait de tomber face à un Montauban qui à l'extérieur ne joue pas les matchs à fond, parce que je pense que face à une équipe plus costaud, avec ce niveau de jeu-là, Bayonne aurait eu du mal à gagner. Le seul point positif pour Montauban, c'est le contre-en-touche qui a été présent, mais à part ça, il faut tout oublier. On passe maintenant à Montpellier qui recevait Clermont. Bon, c'était un match pas ouf, du moins si on s'en fie au score, mais en vrai, on a vu franchement quelque chose d'un point de vue rugbystique. Bon, c'est clairement Clermont en fait qui a dominé les débats, et je ne comprends pas comment il n'arrive pas à marquer un seul essai. La concrétisation, c'est clairement le point noir
des jaunards, parce que à chaque fois ils arrivaient à franchir, ils arrivaient à avoir des belles séquences, mais ils ne marquaient jamais, ou en tout cas ils marquaient jamais d'essai. Ils peuvent dire aussi merci à Ngandebe d'avoir fait un en avant juste avant la mi-temps sur l'essai de Tamboué, parce que je pense qu'à 7-3 à la pause au lieu de 3-0 pour Clermont, c'est pas le même match. Du côté de Montpellier, ce qui me gêne, c'est clairement que c'est une équipe à réaction, comme la semaine dernière au Stade Français. Là il y a eu 0 point marqué par les Montpelliérains jusqu'à la 75e, quelque chose dans le genre. Ils étaient vraiment trop faibles physiquement, et ça c'est étonnant, mais aussi mentalement en fait, alors que pourtant ils ont un pack XXL. Le match du samedi soir, c'était Toulouse qui recevait le Stade Français. En première mi-temps, on sent les Toulousains avec des intentions, comme à leur habitude, mais ils sont bien contenus par les Parisiens. En effet, ils sont bons en défense, les Parisiens, ils sont aussi bons dans les rucks, et tout ça, ça fait faire des fautes à Toulouse qui n'arrive pas à mettre son jeu en place. Ils sont aussi réalistes et se nourrissent de miettes pour marquer, à l'image de l'essai de Noah Néné, ou qui, c'est clairement pas un essai construit. Cependant, je trouve que le Stade Français fait beaucoup de fautes. Il y a eu le carton jaune d'Azago, il y a eu aussi cette pénalité au bout de 2 minutes de Jeremy Ward, totalement stupide. Bref, heureusement que Blair Kinghorn n'était pas forcément en réussite et qu'il y a que 3 points à la poste, parce que je pense qu'il aurait pu avoir un score plus serré si l'Écossais avait été plus en réussite. Mais il y a une période charnière dans l'évolution du score dans ce match, c'est clairement le retour de la mi-temps. Entre la 40e et la 60e, si on suit un peu la chronologie, on a d'abord un essai de Willis assez tôt, suivi d'un essai refusé à Tawera Kerbarlow qui pour moi va plomber les Parisiens, et après Toulouse va un petit peu se reprendre et il y a 2 essais de Capuzzo et de Gourde qui viennent tuer la rencontre. Le match a clairement tourné pendant cette période. Malgré tout, je pense que Toulouse peut se mordre les doigts de pas avoir gardé le bonus, alors que il l'avait pris à 3 ou 4 minutes de la fin, surtout que l'essai de Barré était vraiment évitable, mais bon, il y a quand même une victoire, et quand on regarde la première mi-temps, c'est déjà un bon résultat. Et enfin, La Rochelle recevait le Racing. C'était dans un match bien terne dimanche soir, franchement j'ai pas trop aimé. On avait d'abord une équipe rochelaise qui voulait enchaîner une 3e victoire d'affilée après sa victoire à l'extérieur, face à un Racing qui voulait retrouver de l'allant à l'extérieur. Mais bon, il n'y a pas eu match, le Racing a vraiment été à côté de la plaque pendant tout le match. Il y a une stat que je trouve hyper marquante, c'est 35 plaquages ratés de la part du Racing. Je trouve ça énorme pour une équipe qui vise le top 6. Ensuite, le Racing a eu un problème offensif assez criant, ils n'arrivaient pas à jouer, ils n'arrivaient pas à se trouver, il y avait un manque de liant. C'est vraiment une soirée à oublier et cauchemardesque pour le Racing. Enfin, ce qui prouve aussi une inefficacité des titulaires du Racing, c'est le fait que les joueurs qui ont parcouru le plus de mètres avec le ballon, ce sont des remplaçants, à l'image de Max Spring. Alors qu'à La Rochelle, on a été sérieux du début jusqu'à la fin. Ok, tout n'a pas été parfait, mais on sent qu'il tentait d'avoir un peu plus de jeu offensif, à l'image de l'essai de Dylan Leeds qui part d'une belle combinaison. Et face à une équipe très faible qui, plus est, perdait les collisions, forcément c'était plus facile d'envoyer du jeu. Ils prennent un bonus et réenclenchent une dynamique, c'est Rochelais, avant d'aller à Toulon. On passe maintenant au top et au flop. En top, je restais sur ce match avec Grégory Aldrit. Bon, clairement, il a été piqué de pas être resté en équipe de France. Il fait un sacré match, je trouve, ça a toujours été un fer de lance du jeu Rochelais, et surtout, il marque un essai très symbolique, je trouve. En top, j'ai également parlé de Baptiste Serin, je l'ai un peu évoqué, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'essais qui partent de lui, tellement il est fort, tellement il sent le jeu. C'est clairement le leader de Toulon de jeu. Enfin, je vais parler aussi d'Arthur Rothière, que j'ai bien aimé pour son retour. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il a parcouru 22 mètres ballon en main, il a fait 4 plaquages importants, il a réussi à gratter un ballon, il a aussi beaucoup porté le ballon avec 8 ballons portés. En flop, j'ai parlé de Tavite Veredamou. Comme je l'ai évoqué, le fait d'envoyer une passe comme ça qui fait pour moi perdre le match à Perpignan, c'est rédhibitoire et ça va dans les flops, même si au demeurant il a fait un beau match, je trouve. Après, je vais parler de Clément Verger parce que c'est assez ridicule comme situation. Il veut dégager en ballon mort, mais le ballon est trop court et ça fait un essai de Néné. C'est pas grave, mais même au-delà de ça, je l'ai trouvé un peu pris dans le combat, à l'image de ce paquet toulousain qui s'est fait un petit peu bouger en première période. Et enfin, le dernier flop, c'est Stuart Hogg. Tout simplement parce que je l'ai trouvé très mauvais dans la conduite du jeu, à l'image d'un Montpellier qui arrivait pas à jouer et qui était totalement dominé par Clermont. Il a pas été bon au pied, il a raté son unique coup de pied tenté, et je trouve que c'était mieux quand même avec Thomas Vincent en fin de match. Pour ce qui est du classement, on a donc Toulouse, Pau et l'UBB qui forment ce podium, en attendant Toulon qui va jouer ce week-end, qui peut potentiellement intégrer ce top 3. En bas, Perpignan marque son premier point, et c'est important dans la course au maintien, même s'il y a encore 6 points d'écart avec Montauban. Rien n'est perdu pour les Perpignanais. Bon, les pronoms, on va aller vite. Il y a que un match reporté, à savoir Toulon-La Rochelle. Je pense que ça va être un match qui ne va pas être en étreint parce que La Rochelle devrait pas aligner une grosse compo à l'image des déclarations de Gara qui menaçait de faire forfait.
ça j'y crois pas du tout. Et donc je pense que Toulon, à l'inverse, va continuer sa belle dynamique à domicile en prenant un bonus offensif face à La Rochelle, et donc Toulon réintégrerait le top 3. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, m'écrire un commentaire et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Je suis aussi assez actif sur Instagram et sur TikTok, je poste des petites capsules, des vidéos longues de YouTube, mais également du contenu assez exclusif. Vous retrouverez également toutes mes infos en story, c'est @bourrichontv sur Insta et TikTok. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.